Salut à tous et bienvenue. Alors, il y a quelque chose qui m'a choqué ce matin. Là, à l'instant même d'ailleurs, à la station d'essence, je suis allé mettre du plein, du diesel. Je constate que les prix ont déjà augmenté. À peine 4-5 jours du conflit au Moyen-Orient entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Je constate déjà que, et je pense que peut-être sans doute vous avez également fait le même constat, que les prix ont déjà augmenté à la pompe. Mais ça va au-delà simplement du simple aspect de l'augmentation du prix de l'essence ou du diesel. Parce que quand je regarde de manière plus globale la société française, mais c'est collectivement même l'Occident de manière générale, parce que lors du Covid, on a eu également les mêmes événements. En fait, ça trahit un sentiment d'hyper-fragilité de notre société moderne dans laquelle on vit. Aujourd'hui, je veux bien qu'on nous rabâche le cerveau avec des discours stronger woman, stronger man, homme fort, homme capable, femme forte, etc. Tout ça, c'est du bullshit en fait. Parce que quand vous observez bien les choses, vous voyez bien que un conflit au Moyen-Orient, bien sûr qu'il y a des répercussions, mais on n'est même pas encore vraiment entré ici. Il faut vraiment parler de la question du conflit en soi, dans le vrai dur de la bataille, que déjà, à peine 3-4 jours, le prix à la pompe, mais bien, ça va se répercuter également dans d'autres marchandises, etc. On voit comment les prix ont déjà augmenté, les stations d'essence qui augmentent, qui font bien sûr du chiffre d'affaires, mais surtout des individus, des personnes qui font la queue, qui bataillent, qui créent justement même le sentiment de peur, de crainte face à cette situation. Et pour moi, je pense que ça trahit réellement l'hyper-fragilité de la société moderne dans laquelle nous vivons. Parce qu'avec tous ces outils-là, la technologie, l'intelligence artificielle, le confort visible, matériel, entre guillemets, c'est bien beau en apparence, c'est bien joli, tout ça, mais dans les faits, réellement, d'un point de vue humain, d'un point de vue état psychologique, quand vous prenez individuellement et même collectivement des personnes en société, que ce soit en entreprise ou même dans votre cercle d'amis, vous constatez que les gens sont très très fragiles et dépressifs. C'est pas pour rien qu'en France, on s'est connu. La plupart des personnes prennent des médicaments, des cachets au quotidien pour calmer leur état d'anxiété, etc. Imaginez maintenant un vrai conflit armé, par exemple du type Russie et Ukraine, demain potentiellement dans laquelle la France pourrait y être. Vous imaginez ce que ça va donner? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la société française, parce que je connais très bien, enfin j'y vis, mais c'est plutôt globalement l'Union européenne, l'Occident et même les Américains à un moment donné. L'Occident aujourd'hui a perdu quelque part sa capacité de résilience, ce qui a fait d'ailleurs sa force, qui a fait d'ailleurs que l'Occident puisse dominer d'autres contrées du monde entier, un peu partout dans le monde entier, imposer sa loi, sa vision du monde aujourd'hui. Et quand on voit même, on met en relation avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient face à l'Iran, même si l'Iran doit perdre face à ce conflit-là, on voit bien que aux États-Unis particulièrement, l'opinion publique américaine et surtout les MAGA, ils ne sont plus en fait enclins à vouloir de sorte que l'Amérique puisse se lancer dans des guerres, dans des théâtres militaires un peu partout dans le monde entier. Parce que bien sûr, la guerre, ça fait des pertes de victimes, des morts, mais également d'un point de vue économique. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, tout mène au chemin économique, à la question économique. Et comme d'un point de vue économique, ça ne va plus d'un point de vue collectif, évidemment que l'Américain de base moyen ne voudrait plus voir l'Amérique aller dans des batailles un peu partout dans le monde entier au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom des droits de l'homme, etc. Donc moi,
quand je vois le tableau dans cet ensemble-là, je constate que l'Occident, de manière générale, s'est affaibli d'un point de vue ontologique parce que, évidemment, quand vous prenez la question de la résilience, les gens au quotidien sont des gens fragiles, des gens mous, qui ne sont plus capables d'affronter des événements avec recul et avec froideur. Et ce, peu importe si l'événement est difficile à vivre ou pas. Ce que le reste du monde entier, contrairement à l'Occident, possède encore. Peut-être sans doute à cause, évidemment, il y a la question économique. Parce que quand vous vous embourgeoisez, quand vous vivez dans du luxe, par rapport, bien sûr, comparé à d'autres parties du monde entier, je pense que vous perdez un tout petit peu d'un point de vue le réel, le contact avec la réalité. Et perdre du tout cet aspect-là de connexion avec le réel, avec la nature, avec ce qui fait que l'humain est humain, parce que pour que nous en soyons à ce stade d'évolution, nos aïeux, ceux qui nous ont précédés, ont bataillé dans des conditions climatiques difficiles. Et bien aujourd'hui, on voit bien que c'est l'effet contraire parce que nous vivons dans une forme d'abondance. Et je pense que d'ailleurs Macron, il avait raison quand il disait la fin de l'abondance est là. Il va falloir que les gens s'y habituent. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore parce que le logiciel prend encore du temps à être mis à jour. Mais en ce qui concerne par exemple des discours du style, il faudrait que l'Occident, enfin Macron prenant le président par exemple, qui voudrait quelque part se présenter sur la scène publique et internationale comme étant un chef de guerre. Moi je pense que demain s'il y a une guerre en France, et en Europe particulièrement, mais surtout en France, les Français ne sont pas prêts pour l'instant. Je ne voudrais pas, bien sûr, évidemment, on ne souhaite pas la guerre, mais ça c'est quand la question par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a un déphasage entre ce que prône le président ou les instances militaires, politiques, par rapport à ce que vit ou ressent la population. La population occidentale, française en particulier, ne voudrait pas, n'est pas prête à une guerre de haute intensité. Parce que la guerre, c'est pas uniquement d'avoir de gros joujoux, avoir des armes technologiques. Non, ça c'est une partie de la guerre, ça. Pour faire une guerre, il vous faut ce côté-là, évidemment, la partie logistique, la partie matérielle, la partie technologique, l'outillage, etc. Mais avant toute chose, il vous faut une raison collective pour laquelle vous faites une guerre. C'est ça qui va vous donner le supplément d'âme d'aller plus loin, de résister plus loin. Et quand on regarde l'histoire des guerres dans le monde entier successivement, c'est ce qui a toujours été observé en Afghanistan. Les Américains sont venus avec des B-52, avec des porte-avions, etc., etc. Mais à la fin, 20 ans plus tard, les talibans ont repris leur pays. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que la guerre se fait d'abord ici. Psychologiquement, tout se passe d'abord ici. Le côté militaire, logistique, outils, ça vient amplifier votre capacité de résilience, de combativité et d'aller vers l'avant. Les deux guerres mondiales, 14-18, 39-45, ça c'est parce que quand on observe bien les troupes, les alliés, quelque part il y avait une forme de coalition, évidemment, d'où pourquoi on parle des alliés, et le monde comme ça avait une raison principale de lutter contre un grand méchant, le mal absolu. Bon, vous savez, le personnage de Babu, en H. Sauf qu'aujourd'hui, si vous vous lancez dans les théâtres militaires, dans les théâtres de guerre, dans lesquels c'est uniquement basé sur les intérêts personnels d'un groupuscule, d'une minorité qui se trouve au-dessus de la classe sociale de manière générale, le militaire de base, il ne sait plus pourquoi il se bat. Et ben, c'est ce qui fait que les États-Unis ont du mal de plus en plus à terminer les conflits, à mettre en œuvre leur stratégie.
On verra ce qui va se passer là avec l'Iran. Est-ce que le changement de régime va avoir lieu? Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, Trump, malgré tout ce qu'il dit, la stratégie militaire américaine, quoi qu'on en dise, n'a pas fait changer de régime en Iran. C'est un fait. Parce que on a nommé tout de suite après la mort du guide de révolution iranien un nouveau guide. Et l'Iran continue toujours à envoyer des bombes. Donc, ce qui veut dire que l'Iran possède toujours des lanceurs de missiles et des missiles balistiques, etc. Donc, pour l'instant, d'un point de vue politique et stratégique, et ce, malgré les interventions du porte-parole américain, du département de la guerre, etc., pour l'instant, l'Iran est toujours debout. Comme je vous dis, la question réside, et je vais terminer là, fondamentalement dans pourquoi vous faites la guerre en premier. Et l'Iran étant préparé à ce conflit-là depuis des années, je pense qu'aujourd'hui, l'Iran est prêt à aller beaucoup plus loin. Toute la question maintenant va résider sur le fait que est-ce que l'opinion américaine, Donald Trump, est-ce que les États-Unis sont également prêts à sacrifier autant d'efforts jusqu'à ce point? Mais je vais m'arrêter là, j'ai quand même digressé, mais on est toujours resté dans le sujet. La question fondamentale, c'est la résilience. S'il fallait retenir quelque chose aujourd'hui, vous pouvez vivre des événements désastreux, difficiles, etc., mais rester résilient et combatif. Je vais m'arrêter là. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle pensée du jour. Au revoir.